aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet-là, de la parentalité avec vous, justement parce que c'est quelque chose de très important. C'est aussi quelque chose qui façonne un peu notre enfant et permet de devenir un citoyen sain d'esprit. Et donc ça contribue aussi à l'équilibre de notre société. Donc en fait, l'idée, c'est quand même que vous arriviez à l'issue un peu de ce petit séminaire, de comprendre les besoins de vos enfants. Puis aussi de pouvoir développer une communication qui est relativement bienveillante et comprendre c'est quoi la communication bienveillante. Et puis renforcer la confiance parentale. Alors c'est vrai que aujourd'hui être parent, c'était pas comme avant. Il y a beaucoup d'autres contraintes sociétales qui viennent se mettre, comme par exemple maintenant souvent dans le couple les deux personnes travaillent. Il y a aussi des avancées en termes de technologie, mais aussi des connaissances sur le cerveau de l'enfant qui font qu'on n'éduque plus son enfant de la même manière. Par exemple, je prends en France, la fessée n'est plus autorisée. Donc, on peut avoir des problèmes avec la justice aussi, aller en prison pour des fessées. En Belgique, c'est pas encore légiféré. Mais donc, vous voyez que en fait, la loi va aussi s'immiscer dans l'éthique éducative, ce qu'il n'y avait pas avant. Nos parents, la génération et la génération d'avant, effectivement, on pouvait utiliser les châtiments corporels pour éduquer son enfant. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, les châtiments corporels, ça a un effet néfaste sur le cerveau de l'enfant. Lorsqu'un enfant reçoit des coups, il sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol, qui abîme ses structures cérébrales. Et on a pu faire des études, et c'est pour ça que la loi s'est positionnée aussi, mais on a pu faire des études qui montrent, par exemple, que les enfants qui n'ont pas reçu de châtiment corporel ont un niveau intellectuel plus élevé que les autres enfants. On a vu aussi que les enfants qui avaient reçu des châtiments corporels avaient plus de propension à développer de la délinquance à l'adolescence, à avoir des problèmes d'empathie, avoir des problèmes de mémoire, d'apprentissage. Et donc, il y a tout un mouvement qui vient repenser la parentalité au regard en fait des connaissances que l'on a aujourd'hui en médecine, sur le cerveau de l'enfant, sur le développement, en psychologie aussi. Il faut savoir que la psychologie, c'est relativement neuf. Il y a 50 ans, 60 ans, on ne parlait pas de psychologie comme on en parle maintenant. Et donc maintenant, on découvre des choses et ces choses ont un impact sur notre manière d'être parent. Alors aujourd'hui, il y a des parents qui ne savent plus comment être parents parce qu'effectivement, tu dis, bon, moi, j'ai vu mes parents nous mettre des claques quand on faisait des bêtises. Maintenant, je ne sais plus comment éduquer mon enfant parce que je ne peux pas le frapper. Comment je me fais écouter de cet enfant? Comment je lui apprends les choses? Et d'abord, il faut savoir quels sont les besoins de vos enfants. Plus on comprend les besoins de son enfant, plus on arrive à y répondre et moins on a besoin justement d'utiliser des sanctions et plus on peut être dans la communication bienveillante. Mais c'est vrai que c'est un exercice parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas, c'est pas des choses dans lesquelles on a grandi. On a tendance en tant que parents à reproduire des pratiques éducatives que nous-mêmes on a vécues. Parfois, on n'est pas d'accord. Parfois, c'est inconscient. On ne fait même pas exprès. Mais effectivement, aujourd'hui, on nous pousse, la société nous pousse, et puis les connaissances et les avancées nous poussent à repenser la parentalité. Quand on regarde dans les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique, même en Asie, ce sont les familles qui éduquent l'enfant. C'est-à-dire que le parent ou la maman, le papa ne sont pas seuls face à l'enfant. Ici, en Europe, on est seul face à ses enfants. Et donc, il faut une coparentalité pour pouvoir éduquer l'enfant. Et on voit maintenant, avec le nombre de divorces qui augmente, avec les séparations, les problématiques conflictuelles qu'on peut voir, malheureusement, l'enfant se retrouve éduqué souvent dans des familles monoparentales. Et donc, il manque quelque chose à cet enfant. Il manque un enfant, il a besoin de ses deux parents et de sa famille, c'est encore mieux. Plus il y a de réseaux, plus il y a de personnes autour de l'enfant pour éduquer l'enfant, plus l'enfant, en fait, sera en bonne santé mentale aussi. Déjà parce que si on est dans une famille monoparentale, et c'est pour ça que maintenant nos politiques essaient de mettre des choses en place, en tout cas chez nous en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je pense que c'est un peu pareil, mais pour les familles monoparentales, de mettre des espaces relais, parce que justement, si le parent est épuisé, il peut se montrer inadéquat, inadapté et transmettre son anxiété, sa détresse psychologique ou sa souffrance à son enfant. Et donc, on essaie vraiment de maximiser les chances de développement du cerveau de l'enfant, du développement harmonieux de son corps, de son psychisme, au travers de nouvelles pratiques. Je reviens sur nos besoins. Il y a déjà 4 besoins essentiels qu'on peut essayer de reformuler. Il y a la toute première qui est super importante, c'est la sécurité affective. Alors, je vais essayer de vous illustrer ça avec un petit exemple. On a essayé de tester d'abord sur les animaux. Et donc, on a séparé des bébés singes de leur mère alors qu'ils étaient encore en train de boire du lait. Et on les a séparés et on a voulu voir, en mettant 2 substituts, vers quel substitut le petit singe se dirigerait. Donc, on a mis un substitut fil de fer.
où là, on lui a accroché un biberon avec du lait et on a mis un substitut en poil qui pourrait ressembler potentiellement à la mère, d'accord? Donc un substitut en poil. Alors, je ne peux pas vous faire interagir, mais à votre avis, vers quel type de substitut le petit singe s'est dirigé? Le petit singe s'est dirigé vers le substitut en poil. Ça veut dire que le petit singe, il allait se blottir en fait contre le substitut maternel qui lui rappelait sa mère, et parfois il se tordait pour essayer d'aller attraper le biberon pour pouvoir se nourrir, mais il refusait de lâcher le substitut en poil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier besoin que l'on a, qui est fondamental, c'est pas de s'alimenter. Le premier besoin que l'on a, fondamental, c'est la sécurité affective, c'est d'avoir des relations, d'être en relation avec la personne qui prend soin de nous. Et donc, le premier modèle que l'enfant va avoir, le premier modèle relationnel que l'enfant va avoir, c'est celui qu'il a avec sa mère, et puis avec son père, et puis ses frères et sœurs. Ce sont les premières figures d'attachement. Ok? Donc, l'enfant, il a besoin de sentir qu'on l'aime sans condition. C'est-à-dire qu'on sera là quoi qu'il arrive pour lui. Et ça, c'est vraiment très, très important. Savoir qu'il peut s'attacher à vous en toute sécurité. S'il y a des difficultés d'attachement, on peut avoir plus tard des troubles de l'attachement qui peuvent entraver les relations avec le monde extérieur. Et donc, c'est super important que l'enfant puisse s'attacher sainement à son environnement, un environnement qui lui propose de la sécurité, c'est-à-dire qu'il est là. Un bébé, quand il naît, il ne sait pas marcher, il ne sait pas se nourrir. Donc, il a besoin, il dépend en fait de son environnement pour s'alimenter, pour apprendre à marcher. Donc, c'est vous, parents, qui allez mettre du sens sur ce que ressent votre enfant. Quand un bébé pleure, on lui dit « Oh, ça va aller, t'inquiète pas, maman va te faire à manger, le biberon est presque prêt » ou « T'inquiète pas ». Et c'est vous qui allez mettre des mots sur son ressenti. Il y a aussi un roi, il y a quelques siècles en arrière, le roi Frédéric II, vous pourrez faire des petites recherches sur cette expérience, on va dire, qui a voulu savoir quelle était la langue d'origine des bébés. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est amusé à mettre tous des nouveau-nés ensemble, à demander à des nourrices de les nourrir, uniquement de les nourrir et de ne pas leur parler. Eh bien, chaque bébé s'est laissé mourir. Un à un, chaque enfant est décédé. Pour quelle raison, à votre avis? Pour la simple et bonne raison que l'être humain est un être de pensée. Il a besoin qu'on le pense, il a besoin qu'on le fasse exister, il a besoin qu'on échange avec lui, il a besoin qu'on mette des mots sur ses ressentis. Et donc, c'est à vous, parents, que revient cette lourde tâche de pouvoir justement échanger avec votre bébé. Et donc, il y a d'abord les premiers mois, les premières années qui sont très importantes. Les 2 premières années sont très importantes, mais moi je dirais, et là je rejoins un petit peu Freud, même si je sais que c'est quelqu'un qui est très controversé, mais en tout cas, les 7 premières années sont extrêmement importantes. Avant 7 ans, le cerveau de l'enfant, il est immature. Et donc, il va se nourrir des interactions de son environnement. C'est à ce moment-là que sa personnalité va se forger. Et donc, les échanges avec vous sont extrêmement importants. Votre présence, le fait d'être attentif à ses besoins, ça va être vraiment très important. Il a besoin aussi de reconnaissance, cet enfant. Donc, il a besoin de savoir qu'il compte pour vous. Voilà, il y a des parents, soit qui ne s'attendaient pas à avoir l'enfant. Par exemple, moi, je pense aux dénis de grossesse ou aux dépressions postpartum. Il y a aussi des familles parfois qui ont perdu un membre de leur famille au moment de la naissance de l'enfant. Il peut y avoir plein de traumas, hein. Vous pouvez vivre des moments très difficiles qui entourent la naissance de l'enfant. Et on va voir parfois que l'enfant a développé des symptômes et des pathologies plus tard parce que justement, il y a eu des choses difficiles autour de sa naissance. Et donc, ces premières années sont très importantes et l'enfant a besoin d'être reconnu dans ce qu'il est, mais aussi dans ses besoins. Donc, s'il a faim, effectivement, il faut lui donner à manger. S'il a besoin de dormir, c'est tout ça. Mais il y a des parents qui ne prennent pas en considération que l'enfant doit faire sa sieste et doit avoir un certain rythme. Un enfant, il a besoin de rythme. Il a besoin de manger à l'heure, dormir à l'heure. Alors souvent, on se moque un peu de la culture occidentale avec ses rituels un petit peu, cadrés, organisés, etc. Mais ça permet à l'enfant de se structurer, de structurer sa pensée. Plus vous allez dans le rythme, la redondance, plus vous allez sécuriser l'enfant parce qu'en fait, il sait qu'après le repas, il va faire sa sieste, qu'après la sieste, il va peut-être jouer un peu avec papa et maman, puis qu'ils vont peut-être aller faire une promenade, puis peut-être qu'on va encore manger le soir, puis qu'il aura son petit bain, puis qu'il va aller dormir. Et ça, ces premières années de vie, plus vous allez structurer votre enfant et qu'il va manger à l'heure, dormir à l'heure, avoir des interactions saines avec son environnement,
plus il va avoir une confiance en lui qui est établie, plus il va pouvoir avoir une personnalité aussi qui est forte et une bonne estime de lui-même. Alors, il a besoin aussi de se sentir appartenir à votre famille. Donc, il a besoin de sentir que je suis aussi un membre de cette famille. Et donc, c'est aussi à ce moment-là, et on va parler des différents stades du développement de l'enfant, parce qu'en fait, un enfant à 3 ans, c'est pas la même chose qu'un enfant à 15 ans, évidemment. Et donc, il y a le fameux moi, moi je, c'est à moi, ou le fameux non hein, qui arrive vers 3 ans, où parfois les parents le vivent super mal, parce qu'entre 3 et 6 ans, les enfants sont dans l'opposition. Donc en fait, ils ont beaucoup de mal à écouter et souvent les parents pensent que c'est de l'opposition, mais genre que c'est de la mauvaise éducation. Alors que pas du tout, il comprend simplement qu'il est une personne, il commence à construire son moi, il comprend qu'il est une personne et qu'il a le droit de donner son avis. Et du coup, il aimerait bien qu'on respecte aussi son avis et qu'on prenne en considération son opinion. Donc ça fait partie du développement de sa personnalité. Et c'est vrai que si systématiquement il est sanctionné parce qu'il donne son opinion ou parce qu'il veut avoir son opinion, c'est très compliqué après pour l'estime de soi et l'affirmation de soi. Et donc c'est important de lui laisser une place dans la famille et aussi de lui laisser s'exprimer. Alors, il y a aussi la notion d'autonomie. C'est très important de laisser aussi les enfants s'autonomiser. Il y a des parents qui font tout à la place de leur enfant, et puis on retrouve à l'âge adulte des personnes avec des profils dépendants. Alors, dépendants de leur environnement, mais parfois aussi dépendants de substances. Donc, quand vous faites tout à la place de vos enfants, que vous leur laissez pas la possibilité aussi de prendre leurs propres décisions, on lui permet pas de se laver tout seul, on lui permet pas de s'habiller tout seul, on lui permet pas de choisir ses vêtements, on contrôle tous ses amis et on lui laisse pas faire ses propres expériences, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, l'adulte, il sera incapable de prendre ses propres décisions. Donc, il y a des parents qui pensent qu'en décidant tout à la place de leur enfant, ils leur rendent service, mais en réalité, ils mettent aussi en difficulté dans son besoin d'autonomie et sa construction. Donc, c'est très, très important aussi de pouvoir laisser l'enfant s'envoler. Et là, je sais que souvent à l'adolescence, ça pose problème parce que l'enfant, justement, va tester ses besoins d'autonomie. Il va faire des allers-retours entre son besoin de rester l'enfant du parent et son besoin, on va dire, de s'émanciper. Finalement, les familles qui sont un petit peu trop contrôlantes ont beaucoup de mal avec cette période-là et ont beaucoup de mal à être dans la négociation. Hein, c'est comme avec le petit enfant de 3 à 6 ans qui commence à se construire et à construire son moi et à rechercher son autonomie. Eh bien, à l'adolescence, on a un peu la même chose, version un peu plus grand, version ado, et donc on doit être dans la négociation. On n'est plus dans l'injonction à ces âges-là. Voilà. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Il y a des parents, par exemple, qui se fâchent très fort sur un enfant parce qu'il renverse son verre. Vous voyez, il y a des parents qui vont hurler ou frapper un enfant parce qu'il renverse son verre, alors que nous-mêmes, ça nous arrive de renverser nos verres. Donc, un enfant qui renverse un verre, il n'est pas là pour vous provoquer, il ne le fait pas exprès. Il apprend à coordonner ses mouvements. Donc, c'est très important aussi qu'un enfant puisse bouger. Vous devez comprendre ça aussi, que l'enfant bouge et qu'il a besoin de coordonner son corps. Donc, par exemple, il y a des parents, ils veulent absolument que leur enfant ne bouge pas, hein, qu'il reste assis constamment. Mais un enfant, il ne peut pas rester assis constamment. Avant 7 ans, son cerveau, il est pas encore capable, en fait, de gérer ce besoin de rester assis. Et donc, c'est vrai que par rapport à ça, normalement, les écoles se sont adaptées. 3 premières années de maternelle, les enfants peuvent bouger dans les espaces. Et à partir de 6 ans, en première primaire, effectivement, on apprend à l'enfant à rester assis. Mais avant 6 ans, généralement, on ne demande pas aux enfants de rester assis dans des longues durées. Et donc, vous allez voir que des enfants, par exemple, à qui on impose d'être assis à l'école, on impose d'être assis à la maison, eh bien, c'est des enfants qui vont avoir des problèmes de comportement, parfois en classe ou avec les pairs, etc. Donc, plus vous allez connaître, en fait, les besoins de votre enfant, plus vous allez y répondre positivement, plus votre enfant va se développer harmonieusement et ne pas poser problème, ne pas avoir de problème de comportement et d'apprentissage. Donc, si votre enfant, c'est un petit quête, comme on dit chez nous, un petit garçon qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire du sport, eh bien, après l'école, il faut l'emmener faire du sport, il faut l'emmener au parc, il faut sortir avec lui et pas lui dire quand il rentre à la maison, tu restes assis et tu manges les écrans. Déjà, les écrans, c'est un gros problème parce que le problème de l'enfant qui consomme constamment des écrans, c'est qu'il n'interagit pas aussi avec les écrans. Il reçoit des informations, mais il n'échange pas. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'enfants aussi développer des genres de traits autistiques, des troubles du développement, des retards de développement, parce que c'est des enfants qui grandissent devant les écrans. Et malheureusement, les enfants qui grandissent devant les écrans ont des retards d'apprentissage. Donc, il y a des maisons dans lesquelles il n'y a même pas de télévision. Et on voit des enfants qui excellent pour pouvoir, les premières années de vie, bien stimuler correctement son enfant. Alors, en parlant de stimulation, on a des parents qui surstimulent leur enfant.
Hein, donc l'enfant, il a déjà 40 heures de cours par semaine, on va dire, 38 heures de cours de classe. Et puis après, il doit aller samedi, dimanche à l'école arabe, il doit faire du sport 3 fois par semaine, il doit aller à l'école des devoirs 4 fois par semaine. On se retrouve avec des enfants qui ont des horaires de 60 heures semaine. Et puis on me dit, ah, il veut plus travailler à l'école, il s'oppose tout le temps. Et oui, effectivement, parce qu'on ne respecte pas son rythme. L'enfant a besoin de temps, de repos, de temps aussi pour être à la maison, ne rien faire, de temps pour aller au parc, de temps pour jouer. Et donc, c'est vraiment important de respecter le développement de son enfant. Je voudrais aussi vous parler de la communication pour l'éducation, au service de l'éducation. Alors, ce qui est important aussi quand on communique avec l'enfant, c'est d'avoir une écoute active. Parfois, on n'arrive pas à écouter son enfant. Et c'est important, votre enfant, il vous dit des choses, il vous explique. Alors, il y a des enfants qui ont accès au langage, d'autres un petit peu moins, mais en tout cas, l'enfant, il dit des choses et c'est très important de pouvoir les entendre sans juger. Donc, essayez de voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a aussi besoin qu'on valide ses émotions. Il a besoin qu'on reformule parfois aussi. Donc, si par exemple, on voit un enfant qui frappe un autre enfant, on voit son enfant qui frappe un autre enfant, on peut, au lieu de lui dire, oh, t'es vraiment méchant, t'es mauvais, voilà, c'est pas bien, etc., on peut lui dire tout simplement, écoute, je vois que tu es en colère, hein, je vois que tu es fâché, mais c'est pas, voilà, mais t'as pas le droit de frapper. Donc, on peut valider son émotion, comprendre qu'il est fâché et lui dire, bah, écoute, je vois que tu es vraiment fâché. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es fâché? Comme ça, on s'explique. Hein. On peut dire, oui, bah, le copain m'a pris mon jouet ou il y a eu des choses qui se sont passées. Mais je cautionne pas le fait que tu frappes. Vous voyez? Donc, c'est quand même important de pouvoir lui dire, écoute, je comprends que tu es fâché, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que tu frappes. Donc, on doit pouvoir poser des limites, mais qui soient respectueuses. Je vois des parents parfois venir, mais à l'extrême, leurs enfants. Par exemple, on va prendre le GSM des ados, mais pendant des mois. Ça n'a pas de sens pour eux, ça n'a plus de sens en fait. Donc, si on sanctionne un enfant, on le sanctionne pendant une durée qui est déterminée et la durée, elle varie selon l'âge. Hein. Donc, c'est de pouvoir lui dire, bon, ben maintenant, je vois que tu as fait des bêtises. Si vraiment on va vers la sanction, hein, parce que moi, je pense qu'on peut même se passer des sanctions, mais si on va vraiment vers la sanction, pouvoir dire à l'enfant, écoute, j'aimerais que tu te calmes 1 ou 2 minutes sur le fauteuil, tu vas t'asseoir un petit peu, tu vas te calmer, tu vas réfléchir à ce qui s'est passé et on va en rediscuter après. Donc là, c'est déjà proposer à l'enfant de faire un stop et de lui demander de rester assis et de se calmer un tout petit peu. Mais par exemple, un adolescent, ben voilà, vous lui dites, voilà, je te prive de ton GSM pendant, je vais dire, 1 semaine par exemple. Il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Voilà, après cette semaine, ça y est, il a été puni, il a payé pour sa bêtise, on ferme le dossier. C'est pas, il faut revenir avec le dossier d'avant. Donc, à un moment donné, si vous décidez d'utiliser la sanction, elle doit être brève, courte dans la durée et elle ne doit pas être extrême non plus. Alors évidemment, pas de châtiment corporel, donc c'est ce que je disais, mais il y a aussi des violences qui sont psychologiques. Par exemple, rabaisser, humilier, sanctionner de manière trop brusque et trop longue, être à l'écart, ignorer, refuser de lui adresser la parole. Ce sont toutes des violences psychologiques en fait qu'on fait subir à l'enfant. Le chantage affectif, ça mène à rien. C'est la même chose, c'est du même acabit que la violence physique en fait. Quand vous ignorez votre enfant pendant plusieurs jours, quand vous refusez de lui adresser la parole, ou quand voilà, il y a des parents par exemple, ils privent de repas. Donc en fait, manger c'est un besoin essentiel quand même. Donc on dit ah ben voilà, t'as pas été sympa, je te donne pas à manger. Mais ça, c'est de la torture. Enfin, on fait pas ce genre de choses. Donc, on peut priver, on prive en général de choses que l'enfant aime faire, mais pas de choses qu'il aime. Donc, je sais pas, bah, aujourd'hui, t'as pas été sympa, donc on n'ira pas faire un tour au parc, par exemple. Vous voyez? Mais on va pas lui retirer son foot, on va pas lui retirer son sport. Voilà, il doit y avoir quelque chose de quand même équilibré et sain, pas une volonté de nuire. Il faut aussi que l'enfant comprenne. Moi, ce que je préfère personnellement, si vous voulez sanctionner, c'est la réparation. Au lieu de sanctionner, on répare. L'enfant renverse un verre, alors on ramasse évidemment les bris de verre, on ne va pas lui demander de ramasser les bris de verre, mais on lui donne un petit torchon et on lui apprend à nettoyer. Donc on lui apprend à ramasser ce qu'il a fait. Si l'enfant fait des bêtises, salit ou je sais pas moi, salit les murs ou si il renverse quelque chose ou s'il frappe un autre enfant ou il manque de respect, on lui demande d'aller s'excuser. Voilà. Alors, je sais que par exemple dans les écoles à pédagogie active, quand un enfant frappe un autre enfant, on lui demande de faire un petit dessin pour s'excuser.
et pour dire, ben voilà, je m'excuse de t'avoir fait du mal, et donc il doit faire un petit dessin pour réparer. Donc on transforme la pulsion qui est plutôt agressive en une pulsion en fait plutôt positive, puisqu'on va proposer de se racheter. J'aime bien qu'on distingue vraiment tout ce qui est sanction et plutôt conséquences éducatives. Donc on peut voilà faire comprendre à l'enfant que son comportement a des conséquences, plutôt que de sanctionner à proprement parler. Papa n'arrêtait pas d'insulter son enfant et de le rabaisser. Et je lui dis, mais pourquoi tu valorises pas tous les efforts qu'il a fait? Pourquoi tu lui dis jamais des choses positives? Et alors il dit, ouais, tu veux que mon fils il soit orgueilleux, tu veux qu'il s'envole. Voilà, dans mes valeurs à moi, il faut être humble, et donc pour être humble, il faut pas donner de compliments aux enfants. Ça, ce sont des préconceptions qui ne valent rien en fait, parce que aujourd'hui les neurosciences nous montrent que plus vous dites du positif à un enfant, et même à un adulte, hein, les neurosciences, ça marche aussi chez les adultes, c'est-à-dire que quand vous êtes entouré de gens positifs, quand vous dites du positif à une personne, cette personne se développe positivement. Vous avez jamais remarqué quand il vous arrive des catastrophes, elles arrivent en cascade? Tout simplement, c'est aussi le mindset en fait. Si vous pensez négatif, les choses négatives vont vous arriver. Si vous pensez positif, les choses positives vont vous arriver. Et donc, avec l'enfant, c'est pareil. Plus vous lui dites, waouh, c'est super, tu fais beaucoup d'efforts, c'est très bien, etc. Moi, quand mes enfants sont en échec dans une matière ou autre et qui reviennent vers moi et qui sont un peu tristes, parce qu'en général, vous croyez que vous êtes fâchés, mais eux sont déçus aussi. Enfin, ça sert à rien de taper sur le marteau, de pouvoir leur dire, bon, ben, écoute, là, je vois que tu as des difficultés, on va regarder ensemble ce qui s'est passé. La prochaine fois, ça ira mieux. On va peut-être prendre un prof particulier ou je vais réviser un petit peu avec toi cette matière. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Pour la prochaine fois, tu réussiras. Donc, vous l'encouragez à ce qu'il réussisse pour la prochaine fois. Pas besoin de le rabaisser, pas besoin de lui dire que t'es un idiot, t'as pas étudié, t'es un âne ou je sais pas trop quoi. Enfin, toutes les insultes qu'on peut déjà entendre. Ça sert à rien, en fait. Vous, ça vous décharge de vos frustrations. Mais l'enfant, il apprend rien en fait quand vous faites ça. Par contre, quand vous le valorisez, que vous l'encouragez en disant t'es capable, tu peux y arriver, je sais que cette matière est difficile, mais je suis sûre que tu peux y arriver, je vais t'aider, montre-moi les endroits où tu as des difficultés, et vous l'encouragez, à ce moment-là, l'enfant, il reprend de la motivation. Et franchement, s'il y a vraiment on va dire voilà, une qualité qui permet vraiment de rendre sain la relation avec votre enfant, c'est la confiance. Plus vous lui donnez de la confiance, plus l'enfant aura aussi confiance en lui. Il va vous décevoir, hein. Ça arrive que l'enfant déçoive aussi au niveau de la confiance. Bien sûr que ça arrive. À ce moment-là, ben, il faut lui dire, écoute, là, tu as perdu ma confiance, ça va être compliqué pour moi. La confiance, elle va revenir, mais il faudra du temps. Alors, je vous donne un exemple. Un adolescent à qui vous autorisez de sortir, et vous donnez une heure pour rentrer. Il rentre pas à l'heure que vous avez demandé. Vous dites, bah, écoute, voilà, maintenant tu sortiras pas pendant une semaine, et quand tu recommenceras à sortir, bah, tu rentreras plus tôt. Et jusqu'à ce que je vois que tu es digne de confiance. Et si tu es digne de confiance, à ce moment-là, je te laisserai ressortir plus tard. Donc voilà, on est dans la co-construction avec son enfant et de discuter un petit peu quels sont ses besoins. Un enfant qui a besoin d'autonomie et de sortir. On ne peut pas demander à un ado de rester tout le temps à la maison et de ne pas bouger, de ne pas sortir, de ne pas voir ses copains et ses copines. Juste un moment où ils ont besoin de se retrouver avec leur père et se comparer et échanger et rigoler. Maintenant, c'est vrai que l'idéal, c'est pas qu'ils le fassent la nuit dans la rue, et donc c'est mieux de le faire autour d'un sport collectif. C'est mieux de le faire, voilà, dans un lieu qui est connu comme un cinéma ou un restaurant ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, vous pouvez toujours cadrer et négocier en disant, bah, je suis OK que tu vois tes amis, mais dans certaines conditions. Il y a aussi des choses que vous devez comprendre par rapport à l'âge de l'enfant. Donc, de 0 à 3 ans, comme je disais, chez les tout petits, chez les bébés, il y a un besoin de sécurité et de prévisibilité. Donc, ce que je disais, c'est que finalement, c'est le rythme, la régularité, hein, qui doit vraiment être retenu. Donc, plus l'enfant saura que après manger, il a sa petite sieste, puis après il aura son petit bain, puis il va voir papa, il va voir maman, on va aller voir la grand-mère tel jour, etc. Plus il y a un rythme qui s'installe, plus c'est prévisible, plus il se sent en sécurité. Et plus il peut se construire psychiquement. Donc de 0 à 3 ans, c'est très important de respecter ça. Alors je sais que par exemple, il y a des parents, ils prennent leur enfant à n'importe quel moment, ils sortent la journée, etc. Moi, je me souviens que quand mes enfants étaient tout petits, tant qu'ils n'avaient pas fait leur sieste, j'allais pas voir mes parents. Et tout le monde était choqué que je disais, ben, je viens avant ou après la sieste.
Et tout le monde disait, mais tu calques ton horaire sur l'horaire de tes enfants. Bien sûr, mon enfant a besoin de faire sa sieste. C'est important pour lui d'avoir ce moment-là et cet espace-là. Lui, quand il a fait sa sieste, il est dispo et on peut bouger, il n'y a pas de problème. Mais donc, il y avait ce respect de l'horaire de besoin. Et de manière générale, au long de l'année, c'est préférable en fait de respecter les besoins de l'enfant. Les besoins de sommeil, les besoins de calme, les besoins de sécurité, les besoins de pouvoir manger à temps, de pouvoir être pris dans les bras. Ah oui, ça aussi, un bébé, il a besoin qu'on le prenne à bras. Et alors maintenant, il y a je sais qu'il y a des grands-mères qui me disent arrête de l'habituer au bras, arrête de l'habituer au bras. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que plus l'enfant est pris dans les bras, plus il n'a pas peur de s'autonomiser et de se tourner vers l'extérieur. On voit des mamans qui sont un peu plus au courant, en fait, justement, de ça, et des papas aussi, on prend l'habitude de mettre le bébé en porte-bébé. C'est une très bonne initiative. Plus le bébé est collé à vous, plus il grandit en se sentant en sécurité, et plus il sera autonome et indépendant de vous. En fait, vous construisez sa base de sécurité les premières années de vie, et puis, par la suite, il peut se développer avec cette base de sécurité pour aller vers le monde extérieur. Un enfant qu'on ne touche pas, à qui on ne parle pas, dans les écrans, qu'on délaisse ou qui change de figure d'attachement constamment, c'est un enfant qui se sentira en sécurité et qui pourra avoir des troubles de l'attachement par la suite. Alors, de 3 à 6 ans, l'enfant a besoin de s'opposer. Et puis, vous allez me dire, oh oui, mais bon, voilà, il faut quand même qu'il écoute, etc. Il ne sait pas, en fait. Lui, par exemple, il ne comprend pas que vous allez au magasin, il y a des Kinder partout. Ben lui, il comprend pas qu'il peut pas avoir le Kinder. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce que vous allez voir l'enfant qui va se rouler par terre, qui va faire des crises parfois, il fait des petites crises d'opposition, les gens vous regardent en disant oh cet enfant est mal éduqué. Non, en fait, c'est juste que son petit cerveau, il n'est pas encore apte à comprendre le non. Il n'est pas encore apte à comprendre que si un objet est devant lui, il peut pas l'avoir. Il comprend pas. Pour lui, l'objet est là, il peut le prendre. Il comprend pas qu'il faut payer, qu'il faut acheter, qu'on peut pas toujours acheter, etc., etc. Il n'a pas encore cette capacité à comprendre ça, il est trop petit. Donc de 3 à 6 ans, effectivement, parfois il peut se mettre en opposition. Alors les crises d'opposition sont plus importantes, plus vous n'entendez pas aussi ses besoins, plus vous vous mettez en opposition aussi, c'est-à-dire en escalade. Donc c'est très important de prendre le temps de discuter, de dire qu'est-ce que tu veux. Ah, tu veux le Kinder? Écoute, là aujourd'hui c'est pas possible d'acheter un Kinder, on peut pas acheter. Tu vois, les Kinder ça appartient au magasin et maman elle doit avoir de l'argent pour les acheter. Aujourd'hui on n'a pas pris l'argent qu'il fallait pour acheter le Kinder. On peut pas toujours acheter des Kinder. Il y a des petites gaufres à la maison, tu feras une petite gaufre à la maison, etc. Voilà, pour l'Aïd, maman t'achètera des Kinder si vous voulez. Vous pouvez lui expliquer, prendre le temps de lui expliquer. Et donc à ce moment-là, l'enfant va se calmer. Il faut aussi se mettre à son niveau, hein, parce que vous savez, lui, quand il est tout petit, il voit que notre trou de nez, hein, il nous voit comme ça. Donc c'est bien aussi de pouvoir se mettre à son niveau, de se mettre à son niveau et dire pourquoi tu te fâches. De pouvoir prendre ses petites mains, de pouvoir le prendre dans les bras, allez, viens te calmer avec maman, viens te calmer avec papa, etc. C'est très très important. Alors de 6 à 12 ans, l'enfant, il a besoin de justice. Donc en général, entre 6 et 12 ans, l'enfant, il suit les règles. Donc on lui a appris des règles, il suit les règles, il est plutôt dans l'obéissance, d'accord? Il suit de manière un peu aveugle les règles et il aime bien que ce soit juste. Donc si vous n'êtes pas juste entre vos enfants, il va très vite le sentir. Et donc comme il est généralement, il suit ce que vous dites, ben, normalement, entre 6 et 12 ans, ce qui le touche particulièrement, c'est quand il y a des injustices. Donc c'est très important aussi d'être juste envers vos enfants, de ne pas faire de différence. Moi, je vois beaucoup de parents qui éduquent encore leurs enfants à l'ancienne, différence entre filles et garçons. Les filles doivent ramasser la table et pas les garçons. Voilà, où on va être plus dur physiquement, on va plus frapper des garçons et pas frapper les filles, ou on va avoir des petites préférences, etc. Tout ça, c'est très néfaste pour l'enfant. L'enfant, il a un besoin de justice, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de savoir qu'il peut faire confiance à ses parents, que ses parents, s'ils lui promettent des choses, ils vont tenir leurs promesses. Voilà, il a besoin de pouvoir aussi s'appuyer sur ses parents. Et puis, ben, l'adolescence, c'est la quête d'identité et d'autonomie. C'est souvent le moment où ils vont aller un peu à chercher des choses qui sont un peu à l'opposition de vous. J'ai beaucoup de parents qui ont très très peur à cette période-là parce que les enfants vont commencer à faire des recherches, vont s'opposer. Alors, plus vous avez été rigide dans vos pratiques éducatives, plus votre enfant va s'opposer, mais à l'extrême de l'autre côté. Plus vous avez été contrôlant, plus votre enfant va détester en fait l'autorité et le cadre. Et donc, il s'agit
toujours, tout au long de ces années, de rester flexible, de rester ouvert à la négociation. C'est pas noir ou blanc dans l'éducation. C'est pas je t'ai dit de faire ça, tu fais ça, point barre, et tu poses pas de questions. Aujourd'hui, on est dans une société qui valorise que l'enfant pose des questions, que l'enfant remette en question aussi parfois voilà, nos pratiques éducatives. Et c'est très bien en fait. C'est très bien. Ça nous permet aussi de discuter. Et sens, ben oui, quand l'enfant s'oppose à l'extrême, c'est important d'essayer de comprendre pourquoi. Hein, moi, j'ai des enfants qui rentrent dans des mouvements gothiques. On a des enfants qui vont parfois s'acoquiner avec des gens qui sont pas très corrects, qui vont se mettre en danger aussi. Des enfants qui peuvent faire des dépressions aussi, on en a. Mais généralement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des choses à travailler dans la famille. Alors moi, j'ai pas envie de vous culpabiliser parce qu'il n'y a pas de famille parfaite et on a tous nos boulets et nos traumas qu'on balade avec nous dans notre sac à dos. Mais c'est important de les travailler. C'est important d'en avoir conscience et c'est important de les travailler justement pour pas transmettre de manière transgénérationnelle tous nos traumas à nos enfants. Parce qu'à un moment donné, on les transmet à nos enfants, qui vont les transmettre à leurs enfants, qui vont les transmettre à leurs enfants. Et ça, c'est catastrophique en fait. Donc c'est important de pouvoir travailler sur ses propres traumas et puis de se dire, tiens, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant? Moi, je sais qu'il y a eu des mouvements comme ça où la famille est venue en thérapie, où le jeune s'est mis en opposition, mais vraiment catégorique vis-à-vis des valeurs familiales. Et puis quand on a pu vraiment dire devant l'enfant, mais voilà, moi, ce que j'ai vécu en tant que parent quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescent, tiens, je me suis pas rendu compte, j'ai peut-être fait des choses qui étaient similaires. Voilà, il y a eu des choses qui se sont pas forcément bien passées. Et puis le fait qu'on puisse voilà, nommer des secrets ou nommer des choses qui étaient difficiles et puis changer les pratiques éducatives, ça peut tout à fait changer encore le jeune. Le cerveau de votre enfant, il y a cette plasticité cérébrale qui fait que si vous arrivez à changer le contexte familial dans lequel vous faites évoluer vos enfants, eh bien votre enfant peut aussi très rapidement changer de comportement. La manière dont on communique les uns avec les autres va impacter votre enfant. Donc souvent il y a des parents, alors une fois j'ai rigolé avec une maman qui me disait oui, mon enfant il n'arrête pas de me crier dessus, j'en peux plus, etc. Et je dis qu'est-ce que vous faites quand il vous crie dessus? Elle me dit je lui crie dessus, hein. Alors, je dis donc, en fait, vous lui criez dessus aussi. Je ne peux pas lui dire de ne pas crier sur vous si vous lui criez dessus. Et finalement, cette maman s'est rendue compte de quoi? Qu'elle passait son temps à crier sur son enfant et que son enfant, en fait, par imitation, il criait sur elle aussi. Donc, c'est toutes les manières de communiquer, les manières de vous comporter. Voilà, j'ai déjà eu aussi en consultation des parents qui viennent me dire oui, mon enfant, il ment, je ne sais pas pourquoi il ment, etc., etc. Et puis, je me rends compte qu'en fait, voilà, la maman est en train de mentir sur sa situation. Vous mentez aussi et que vous banalisez le mensonge, bien l'enfant va mentir aussi de son côté, il va banaliser le mensonge. Donc, que ce soit le mensonge, la violence, voilà, on peut reprocher à ses enfants d'être violents. Souvent, c'est l'école qui va signaler les enfants violents. Et finalement, quand on regarde à la maison, il y a des châtiments corporels, parfois il n'y a pas de violence physique, mais il y a de la violence verbale, il y a des insultes, il y a des conflits familiaux qui sont hyper importants. Et donc tout ça impacte en fait le développement de l'enfant et ses traits de personnalité et son caractère, d'accord? Donc moi, je pense que c'est important de pouvoir, en fonction de l'âge de l'enfant, lui dire, écoute, tu peux faire ça, tu as le droit de ressentir ça, je te fais confiance. C'est des petites phrases, en fait, des petites phrases clés qui sont très importantes. Est-ce que ça te dérange si? Est-ce que voilà, est-ce que tu as envie de... Donc des petites phrases où on considère l'autre dans ses besoins. Ça, c'est très important. Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait pas mettre de cadre. J'ai pas dit qu'il fallait pas pouvoir être ferme à certains moments et dire qu'on n'était pas d'accord. On peut avoir une autorité, mais bienveillante. Il ne faut pas que ce soit de l'autoritarisme, il ne faut pas que ce soit du laxisme. Aucun des deux n'est bon. Si vous êtes trop rigide, c'est mauvais. Si vous êtes trop laxiste, c'est mauvais. Hein, souvent, moi, je vois les deux en consultation et parfois, je vois un parent autoritaire et un parent laxiste. Le parent autoritaire dit « j'en ai marre, je suis obligé de faire le flic et de fliquer parce que l'autre est trop laxiste et qu'il laisse tout passer. » Et donc, du coup, il se fait passer pour le mauvais parent. Et puis, alors, à ce moment-là, il dit finalement, moi, j'ai pas de bon moment avec mon enfant parce que, justement, mon partenaire ou ma partenaire est trop laxiste. Donc, il y a ce côté de être ferme de manière bienveillante, de pouvoir faire respecter les règles tout en étant bienveillant. Donc, comment on fait? Les règles doivent être claires.
elles doivent être cohérentes et constantes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer. Si par exemple maman dit non, papa dit non aussi. Et s'ils ne sont pas d'accord, là ils règlent en privé, mais pas devant l'enfant. Donc il faut qu'il y ait une certaine cohérence éducative dans ce que vous proposez à l'enfant. Quand vous proposez des règles, il faut qu'elles soient claires, cohérentes et constantes. Donc ça ne doit pas être aussi des règles qui n'ont pas de sens en fait. Ça doit être des règles qui ont du sens, des règles qui sont respectueuses aussi des besoins de chacun. D'accord? Dire à un enfant de 4 ans, la règle à la maison, c'est que tu bouges pas, tu sautes pas, tu restes assis pendant 3 heures. Je suis désolée, c'est pas une règle qui est cohérente. L'enfant de 3-4 ans, il peut pas rester assis. Des règles qui ne sont pas constantes, c'est-à-dire qu'on change d'avis à chaque fois. Si par exemple, je sais pas moi, on dit pour les adolescents, le téléphone c'est terminé à 21 h par exemple. Voilà, je veux récupérer les téléphones et tout le monde va dormir. Ok? Et puis le lendemain, on dit oh bah ça va, finalement je te laisse le téléphone jusqu'à 22 h. Vous n'êtes pas cohérent et vous n'êtes pas constant dans ce que vous proposez. Si vous mettez quelque chose en place, tout le monde doit être d'accord et il faut tenir cette règle et qu'elle soit cohérente et constante. Dans le cadre, on peut donner du choix. Par exemple, à votre enfant, bon, il doit aller mettre son pyjama, ok? Mais vous pourriez quand même lui dire, tu préfères le bleu ou le rouge? Voilà. Il ne faut pas dire non, tu mets le rouge aujourd'hui, etc. Laissez aussi l'enfant s'exprimer, laissez-le aussi décider. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu préfères faire telle activité ou telle autre activité? Donc, on peut mettre en place des activités, on peut mettre en place voilà, des choses avec son enfant, mais il doit quand même avoir un espace de parole dans ce cadre que l'on propose. Voilà. C'est parfois pas facile. Il y a des parents, par exemple, qui ont peur des réseaux sociaux, qui ont peur d'Internet, etc. Mais en fait, il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit d'informer vos enfants. Vous devez avoir cette notion de communication, de prévention. Avec les adolescents, il faut expliquer. Il y a des parents qui ont peur de la sexualité et donc qui vont priver leurs enfants d'avoir des amis. Mais ce n'est pas une solution. La solution, c'est d'expliquer la sexualité, d'expliquer les dangers de la sexualité à l'adolescence et aussi les bienfaits de la sexualité, pas que les dangers, mais expliquer un petit peu mais voilà, comment se protéger et tout ce que ça incombe derrière et que c'est normal parfois de ressentir des sentiments amoureux, que c'est normal parfois que notre corps nous indique des choses sur nos besoins, etc. Même à chaque âge, il faut pouvoir expliquer des choses. Parce que si vous ne le faites pas, ce sera quelqu'un d'autre qui va le faire. Ou si vous ne le faites pas, ils vont aller le chercher maintenant sur les réseaux. Donc c'est très important d'être un parent qui communique et qui écoute aussi son enfant. Après tout ce que je vous ai dit, parce que ça a l'air d'être du boulot, hein, comme ça, donc avoir un enfant, du coup on se dit, fou, c'est pas si facile que ça finalement, c'est une sacrée responsabilité d'avoir un enfant. Mais derrière ça, il faut aussi prendre soin du parent. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des familles parfois monoparentales qui sont en détresse financièrement, qui sont en détresse psychologiquement, etc. Ben, il faut prendre soin de ses parents. Et donc, c'est bien de pouvoir s'entraider, voilà, et se dire aussi que en tant que parent, on n'est pas parfait. Il faut pouvoir accepter l'imperfection. Donc ici, moi, je vous dresse un portrait un peu bisounours de l'éducation. Ça, c'est ce qui est dans l'idéal. Des moments où on est plus fatigué, où on est moins réactif. Il y a des moments où... Et ça fait partie de la vie. De temps en temps, on peut se chamailler avec son partenaire. Des petites disputes de temps en temps, c'est pas grave. C'est quand il y a des disputes qui sont quotidiennes, récurrentes. Là, c'est toxique pour l'enfant. Mais si c'est de temps en temps, ben, l'enfant va voir comment on gère les conflits à la maison. L'enfant va se dire, ah tiens, mais quand on est fatigué, comment ça se passe, etc. Voilà, l'imperfection, ça fait partie de la vie. C'est maman parfois qui me disent, ouais, je culpabilise, j'ai laissé mon bébé chez ma belle-mère, par exemple. Ben non, parce que quand tu l'as laissé, c'est pour te reposer. Et ça veut dire que tu es une bonne maman. C'est que tu sais que tu as besoin de te reposer et que quand tu seras bien reposée, ben, tu seras une plus chouette maman aussi avec ton enfant. L'importance du soutien. Le couple, c'est la base. C'est la base. C'est très, très important. Le couple, c'est la première base. Alors, si vous êtes divorcé, il faut au maximum, essayer d'être dans la coparentalité. Franchement, je ne le dirai jamais assez. C'est très important que l'enfant, il ait du temps avec ses deux parents. Le papa, il a un rôle hyper important à jouer. Il y a des mamans qui disent, oh, il n'a pas besoin de son père, il n'a pas besoin de son père. Il y a des papas qui disent, oh, je le vois un week-end sur 2, c'est très bien, etc. Non, 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 non. Le papa, il est essentiel dans la vie de l'enfant. Il offre un regard sur le monde qui est totalement différent que ce que la maman propose. Et donc l'enfant, il a besoin de passer du temps avec son papa, il a besoin de voir son papa, il a besoin de voir sa maman, il a besoin de voir ses deux parents. C'est très important. Et s'il n'a pas de papa ou de maman, eh ben, on compte sur son réseau, ses amis, les associations. C'est très important d'avoir du soutien. C'est très important de s'entourer de gens qui vont pouvoir combler justement ces manques-là pour l'enfant. Alors je sais que parfois il y a des enfants qui s'accrochent à leur coach de sport, il y a des enfants qui s'accrochent voilà, aux grands-mères, aux grands-pères
aux meilleurs amis, de la famille, aux parents, aux marraines, et cetera. Enfin, voilà et je pense que c'est vraiment très important. Plus vous allez être bien, votre santé mentale à vous en tant que parent, plus vous allez pouvoir vous occuper de votre enfant de manière optimale et ça, c'est très important aussi à comprendre, d'accord? Et puis, beh, c'est bien aussi de se dire: «Ah tiens, aujourd'hui, j'ai réussi ça». Parce que souvent, j'ai des parents qui viennent et qui me disent: «Ouais, franchement, aujourd'hui, j'étais claquée, je leur ai mis des pizzas au four et cetera». C'est pas grave! Tu as mis des pizzas, ils ont regardé un dessin animé, ils étaient contents, ils ont passé, le vendredi soir, voilà et toi, tu as pu te ressourcer un petit peu parce que tu as eu ta semaine et tu as travaillé. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde si tu as pas préparé les derniers petits plats, voilà, féculents, légumes, poissons, c'est pas grave. Je veux dire, il y a des choses, parfois, on se met la barre très très haut, d'accord? Franchement, plus vous allez être dans la qualité de la relation et moins dans l'aspect matériel, consommation, plus vous allez voilà, vous reconnecter à votre enfant. Ça aussi, c'est très important. Donc, ne soyez pas trop dur vis-à-vis de vous-même. On fait au mieux, mais plus vous allez vous instruire par rapport aux besoins de vos enfants, plus vous allez être de bons parents. Il y a aussi des études qui montrent que plus le parent est conscient en fait des stades du développement de l'enfant et de ses besoins, plus l'enfant aussi a de bonnes notes à l'école et se développe de manière saine et harmonieuse. Donc c'est la preuve que déjà le fait de participer à ce type de séminaire, à se questionner en fait sur la parentalité, c'est déjà quelque chose en fait qui fait de vous des bons parents. Parce qu'il y a un questionnement. C'est comme il y a des parents parfois ils viennent en thérapie et qui me disent oh je suis une mauvaise maman. Mais déjà le fait d'être assis devant un psy et d'essayer de se dire bah je fais pas les choses comme je voudrais les faire et j'aimerais bien changer, bah déjà ça c'est déjà être un bon parent. C'est déjà être un parent questionnant. On voit des mamans parfois qui abandonnent leur enfant à la naissance. On dit oh quelle horrible mère. Pas du tout. C'est des mamans qui pensent à la survie de leur enfant parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas capables de s'occuper de leur enfant. Donc à un moment donné, préserver la vie, c'est aussi quelque chose de bienveillant vis-à-vis de son enfant. Je veux vous rappeler juste une chose et je veux que vous reteniez déjà 3 piliers, c'est pouvoir écouter son enfant, pouvoir lui offrir un cadre, on a parlé du cadre, de la constance, et cetera et rester bienveillant. Ne pas, voir dans le comportement de votre enfant quelque chose de négatif systématiquement, d'accord? La parentalité, c'est un chemin d'apprentissage mutuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on grandit avec notre enfant. Nos enfants, ils nous apprennent plein de choses. Ce chemin, c'est de la co-construction aussi avec votre enfant, d'accord? Et puis moi aussi une chose que je vous invite vraiment, vraiment, instruisez-vous sur l'éducation des enfants. J'ai un compte TikTok où je publie régulièrement des petites vidéos sur l'éducation des enfants. Mais je suis pas la seule. Il y a plein maintenant de professionnels de la santé qui parlent de l'éducation, de la parentalité et tout ça. Instruisez-vous au maximum, regardez des petites vidéos, regardez des podcasts, ouvrez des livres. Moi, je peux vous conseiller les livres de Catherine Guéguen qui sont incroyables. Elle vulgarise vraiment des choses qui, à la base, sont des découvertes scientifiques sur le cerveau de l'enfant, mais elle en a fait des livres qui expliquent un petit peu comment faire pour avoir une parentalité bienveillante. Donc, Catherine Guéguen, c'est une pédiatre et elle est extrêmement chouette. Et donc, dites-vous que éduquer, c'est vraiment semer des petites graines et que peut-être que vous n'allez pas voir les fleurs tout de suite, mais franchement, elles poussent à leur rythme et au final, ben, on est fiers de voilà la notion d'empathie, d'altruisme, le fait de s'intéresser au monde, de s'intéresser aux apprentissages, etc. Tout ça, ça vient avec ce qu'on donne à la maison. Et après, on n'est pas parfait. Il y a peut-être des petites choses qu'on a foirées aussi. Il n'y a pas de parents parfaits. On a notre histoire, on a notre parcours. Il y a des choses parfois où on se dit ah là c'était pas trop chouette et puis l'important c'est vraiment de donner des valeurs et beaucoup beaucoup d'amour, hein. Beaucoup de câlins, beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de câlins. Plus vous donnez de l'amour, plus vous donnez de votre présence, plus vous donnez de vous-même, plus vous allez voir que vos enfants vont grandir de manière positive et saine et seront aussi des chouettes citoyens pour la société.